Salut tout le monde, ici Dolian Barcala d'Aquaverse. On va faire une interview de Asher pour le Fighter Programme, qui est qui est un programme de Station F pour les entrepreneurs au parcours atypique. Et je vous présente Noël, mon associé chez Ouais. Aquaverse. Donc moi, je suis un des 4 cofondateurs et le COO d'Aquaverse. Aquaverse, c'est tout un écosystème sur la blockchain Elrond qui vise à dépolluer nos océans via l'aquaculture des éponges de mer. Tout ça soutenu par notre communauté, nos petits guardians. Bon, salut Noël, salut Owen. Bonjour. Salut. Donc on est Dolian, CEO d'Aquaverse, et Noël, CEO d'Aquaverse. On a décidé de t'interviewer aujourd'hui. Owen, tu es un YouTuber à la base, mais pas que, un entrepreneur dans la crypto-monnaie. Tu es une des personnes les plus influentes dans la crypto en France, et tu t'apportes beaucoup justement en France via ton point de vue. Donc on est content de t'avoir là aujourd'hui. Merci beaucoup. Comment tu vas pour commencer? Je vais bien. Une semaine un petit peu folle. Il y avait la Paris Blockchain Week Summit, donc beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses, beaucoup d'énergie. Mais pour le coup, ça va. Bon, on est deux. Oui, je pense que en ce moment, ça va Les vite. cernes, ça se voit. Ouais. Ça va, t'as pu faire de bonnes rencontres là-bas? Beaucoup de bonnes rencontres, beaucoup de gens avec qui on travaille depuis très longtemps. Mais bon, enfin, on est dans un monde où Telegram, c'est le meilleur open space, hein. Donc c'est vrai qu'il y a des gens, on travaille avec eux depuis très longtemps. Et là, ça permet de mettre une poignée de main, un café sur des rencontres qui étaient là depuis longtemps. Et c'est également à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on va accélérer dans les relations et qu'on va pouvoir traiter des plus gros volumes après avoir vu les gens. Donc c'est très intéressant aussi. Ah, du coup, on peut parler de Binance à Station F. Bah ouais. Ah ouais. Ah ouais, let's go. Ah oui, c'est vrai. T'en as entendu parler de ça? Ouais, il a annoncé dans le live qu'on a fait, je crois, il a annoncé qu'il allait avoir une partie des équipes là. Ouais. Mais il y avait également un autre bureau au centre de Paris, je crois. Ok. Il a annoncé pas mal de trucs intéressants et ça va être cool pour la régulation européenne aussi parce que du coup, Tu penses que ça va changer les choses un peu? changer les choses, je sais pas, mais je sais qu'on doit commencer à faire du lobbyisme, enfin de la représentation d'intérêt, parce que le mot lobbyisme est un gros mot en France. Oui. Mais on doit commencer à faire de la représentation d'intérêt au niveau de l'Union européenne. C'est très très dur, ça demande de l'énergie qui est complètement folle. C'est des contacts qu'on pensait avoir dans notre réseau, pas du tout. C'est quand même un nouveau pan de contact à développer. Donc on mettait des grosses ressources pour des petits résultats. Là, c'est pas n'importe qui arrive, quoi. C'est des ressources assez folles. Et donc, eux, ils peuvent pas laisser l'Union européenne, on va dire, faire n'importe quoi, entre guillemets, parce qu'on voit bien qu'il y a un manque de compréhension. Donc, ils se doivent de bien cadrer ce qui va être fait. Et eux, ils vont mettre les ressources nécessaires. Et quand je parle de ressources, je parle pas de ce que nous, on aurait pu déployer, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais nous, on l'a vu, c'est vrai que dans le Web3, on est encore très très peu aujourd'hui finalement. Donc, c'est très cool d'avoir des acteurs comme Binance qui vont pouvoir nous permettre de créer des grosses synergies entre tous ces projets. C'est aussi le but de Station F. Nous, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On était tous les deux incubés dans le même programme. Donc, on espère que ça va aider à développer les choses pour le Web3 ici, Binance. Ouais, c'est clair. Je pense aussi. En tout cas, ça va faire du bruit et ça va donner de la visibilité. Donc, rien que ça, c'est suffisant pour accélérer certaines initiatives, hein. Les plus grands entrepreneurs blockchain sont peut-être encore dans la rue. Ils savent peut-être même pas ce que c'est Bitcoin. Donc, c'est... On en est au tout début. Il reste tellement de choses à écrire, c'est clair et net. On attend la masse adoption de tout le monde et ça va changer le monde. Ça va aller vite, là, je pense. 8% des Français qui en ont. Bon, c'est les Français aussi, ça dépend des pays. Mais là, je pense que sur du 2 à 3 ans, comme c'est exponentiel, ça va faire une martingale. On espère tous ça, c'est clair. Mais bon, vu qu'on est à Station F, comme on le disait, là, on interview un peu parler des fighters. On va peut-être revenir un peu sur ton parcours entrepreneurial. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais tu as commencé sur YouTube et tu es très vite parti dans l'entrepreneuriat, peut-être un an après avec l'ouverture de Just Mining. C'était quoi de se lancer dans le Web3 en 2016 en France? Alors pour le coup, on n'utilisait même pas le mot Web3, hein. On ne se rendrait pas compte du tout, hein. Le mot Web3, ça fait quoi? 6 mois, 12 mois qu'il est apparu. C'était pas ça du tout, hein. À la base, je m'intéresse à la blockchain. Ça commence à partir en vrille parce que ça commence à vraiment plus suivre en cours. L'EDHEC Business School, c'est une école qui est quand même relativement chère. Du coup, mes parents ont une stratégie qui est très simplement de me secouer jusqu'à ce que je me réveille. Je voulais pas me réveiller. En tout cas, j'étais parti sur autre chose. Et là, je voulais vraiment investir, découvrir. Et quand je dis investir, c'était investir de l'argent, mais surtout de mon temps dans cet écosystème pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et donc là, le paradoxe est assez dingue parce que tu es sûr d'un truc, tu as beaucoup d'énergie dépensée sur quelque chose, tu as quand même des bonnes études à côté, ça se passe bien, j'aimais bien mon école, hein, ça se passait très bien là-bas, mais là, j'avais juste l'impression d'avoir trouvé de l'or. Et tu montres ça à tout le monde et tout le monde te dit non, c'est pas de l'or, c'est de la merde.
Et donc là, c'est super frustrant parce que tu es quand même en 2016, enfin 2015-2016, et là, tu te dis non, mais c'est un truc incroyable, ça va changer le monde, tout va exploser très bientôt. Puis là, tu dis, ouais, ça fait quand même ça fait 6 ans le truc qui tourne, ça explose pas de fou quand même. Mais convaincu. Et pour le coup, c'est le time to market que j'ai eu aussi, quoi. Je finis par me sentir assez seul, ça commence à aller assez mal. Et du coup, je monte ma chaîne YouTube pour la première fois de ma vie, non pas pour créer une communauté, pour m'adresser aux gens quand je faisais dans le jeu vidéo ou des trucs comme ça avant. Non, là, pour la première fois, je fais une chaîne YouTube parce que j'ai besoin de parler à des gens qui me comprennent, qui m'écoutent et genre pas être seul. Parce qu'il y avait très peu de contenu en français. Il y avait le Cercle du Coin, Bitcoin.fr, mais c'était des petits groupes encore, c'était très particulier. Et donc là, je monte ma chaîne YouTube, convaincu, je dégage beaucoup d'énergie. Du coup, tu as des retours communautaires qui corrigent ton contenu, qui n'est pas parfait au début. Mais moi, c'était Google Traduction. Pour partir d'un texte, le white paper Bitcoin, j'en ai une expérience très particulière. C'était la chaîne de bloc, j'ai vu ça écrit, c'était chaud. Et de fil en aiguille, je commence à en parler avec beaucoup d'énergie. Il y a des gens qui tombent sur ma chaîne. Peut-être un peu trop d'énergie parce que j'étais trop convaincu. Je n'avais pas cette responsabilité financière que je peux avoir aujourd'hui. Donc, je pouvais vraiment dire des dingueries en mode foncez-y, tête baissée, vendez tout ce que vous avez acheté, des terres. Il est à 2 €, ça a changé vos vies. Boum, coup de bol. Quelques mois après, le truc monte à 75, 100, 200, 500 €. Et là, j'avais des abonnés, une communauté, des investisseurs, des conseillers. J'avais justement du coup des advisors, des business angels. Ma commu, c'était tout quoi. Moyenne d'âge 40 ans, les mecs sont plus matures que toi, les mecs ont plus de recul, et tu leur as fait gagner du pognon, donc ils t'en doivent une. Et tu arrives dans un cercle où, venez, on se serre la main, vous me faites mûrir, et moi j'essaye de continuer comme une flèche dans la direction où je suis parti, et tout est parti de là, quoi. Donc là, ton entourage aujourd'hui, il s'est constitué à ce moment-là Très clairement. Le gros de mon réseau, j'avais des abonnés, moi j'avais mis quelques centaines d'euros sur un truc qui a fait x50, donc boum, tout de suite tu prends du pognon. Moi j'ai un abonné, il m'a appelé, il m'a dit écoute, moi j'avais mis 10 000 €, je viens de faire x50, maintenant c'est quoi le plan? Mais comment ça, moi pourquoi je n'ai pas gagné autant? C'est pas juste le truc et tout. Il fait, tu savais pas, je suis tombé sur ta vidéo, je trouvais bien, j'ai acheté. Par contre, là j'ai compris aussi l'impact que j'avais et le fait que heureusement que ça avait été dans une direction parce que l'autre était possible aussi. Et ça, tu t'en rends pas compte. Surtout quand tu t'arrives avec de l'énergie et tout, dans ta tête, c'est unilatéral alors que non. Et la vraie leçon dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain, c'est l'incrémentation en fait. Il faut avoir le droit de te péter la gueule. Parce que c'est ça qui te donne la meilleure ligne sur ton CV. On est en France, les gens ont peur de l'échec, ils ont honte, mais cassez-vous la gueule, levez-vous, tombez par terre, faites-vous mal, recommencez, vous serez mieux équilibré, vous irez plus loin et plus vite. C'est de l'entrepreneuriat aussi. C'est ça, il faut kiffer ça. Quand il y a une part de destin, il y a une part de travail, il y a une part de... T'es obligé. Et tu mélanges le tout, mais du coup, apprendre des erreurs des autres, c'est bien. Par contre, les leçons rentrent quand même vraiment plus vite quand c'est toi qui as mis la main sur la plaque brûlante et tu dis ok, ça je touche plus ça, ça brûle. Et c'est un peu ça en fait. Et du coup, tu testes et de fil en aiguille, ça a été très très vite. On a pu faire plein d'erreurs, apprendre, mais aucune erreur qui nous a été létale, heureusement. Et du coup, on a été propulsé très vite en disant un jour, un abonné me dit qu'est-ce que le minage de crypto-monnaie? Alors là, je pense même pas au Web3 ou quoi, non. Qu'est-ce que le minage? Un mineur de crypto-monnaie, c'est quoi? Google, vraiment, les bases. Il fallait juste avoir une bonne Wi-Fi et que mes parents soient très loin, sinon ils m'auraient débranché Internet, quoi. Et du coup, j'apprends à monter un mineur, les bonnes cartes graphiques, les bons composants. J'appelle mon frère qui lui est à Epitech parce que je savais même pas brancher une carte graphique dans un PC. C'est toi qui as fait l'hardware. C'est toi qui a créé la première machine. C'est lui qui m'a fait la liste des composants. J'aurais même pas été capable de le faire. On a appelé à l'époque une startup qui s'appelait Trésorio de la région qui avait monté quelques mineurs d'Ether qui nous avait dit oui, cette carte graphique là elle est bien, mais ça. Alors au début tu essayes du Windows et ça marche pas, et du Linux, et Linux je sais pas. J'appelle mon frère. Quand tu connais rien du tout, Linux t'arrive. Moi je suis un utilisateur Windows, je suis un... Techniquement, je n'ai pas de base. En fait. XP, Vista. C'est ça. XP, c'était quand j'étais encore plus jeune. C'était Adibou, tu vois. Mais, moi, c'était mon expérience. J'allais sur Paint et c'était un truc de fou, tu vois. Le truc remplissage, c'était déjà dingue. Mais voilà, j'ai vraiment commencé sur ces bases-là. Pas oublié. Et non, moi, j'ai même pas connu ça. Le pinball. Pardon, tout à fait. Ça, non, il y avait 2-3 bricoles comme ça et ton fameux démineur qui vient changer l'après-midi. Mais non, c'était ces bases-là. Mais j'étais un utilisateur en fait. J'ai toujours été très peu technique. Même si après j'ai fait 2-3 bricoles qui m'ont appris comment ça fonctionnait, un serveur informatique, ta data qui était en ligne, ta gestion de base de données, ton lien, tout ça je l'ai appris après. Mais à ce moment-là, du coup, j'arrive, je fais mon premier ordinateur et je montre aux gens, voilà, c'est rentable. Ça m'a pris 3 semaines, j'ai appelé lui, il m'a donné les bons logiciels, la bonne configuration, ça marchait pas, on a recommencé, on a reçu la crypto, il fallait les changer en euros, il fallait passer par un exchange. Horrible.
Et je dis, bon, ben voilà, le truc consomme 1 euro par jour d'électricité, ça rapporte 3,50 € par jour, donc 1 Ether par jour. Ouais, là maintenant tu commences à claque. Mes parents l'ont débranché, ça faisait un peu de bruit dans le salon, et franchement, pour 3,50 €, moins 1 euro de truc, ça valait pas le coup. Putain, les 30 Ethers par mois, les 30 Ethers par mois qui sortaient sur une machine, une carte graphique, le truc. Bref. Ça représente presque 100 000 € aujourd'hui. Ouais, c'est terrible. C'est un truc de fou. Et du coup, là, on le fait, je présente en vidéo, quoi, super fier. Et il y a un abonné qui me sort. Alors écoute, c'est super intéressant. C'est super cool. C'est visiblement rentable. On comprend l'intérêt du truc. En plus, c'est pas juste brûler de l'électricité, quoi. Non, on comprend le truc. Il fait par contre, c'est quand même très complexe. Moi, j'ai les moyens de l'acheter, même à payer 20 ou 30% pour qu'on me la monte. Par contre, c'est quand même con qu'il n'y ait pas une entreprise qui ait fait une machine, tu la reçois, tu la branches à Internet, à l'électricité. Enfin, just mining, quoi. Just mining. C'est lui qui t'a dit just mining? Non, mais en gros, l'idée de la phrase, c'était ça. Ouais. Non, on a quand même réfléchi un petit peu avant pour le truc, mais en gros, c'était ça, quoi. Ouais. C'était vraiment La blockchain, c'est quelque chose de très complexe, mais qui offre des belles opportunités. Et on avait 2 convictions. La première, l'avenir s'écrira avec la blockchain. Ouais. La seconde, à nous d'enlever cette complexité technique. Ça a un prix. Ça, c'est de la valeur ajoutée. Clairement. Pour mettre entre les mains de tout le monde des solutions très complexes, mais avec des outils très simples. Et du coup, on a commencé à se dire, quel que soit au début le minage, puis ensuite on a évolué, puis on est parti sur plein d'autres solutions, mais toujours dans le cadre de permettre aux gens d'investir dans les solutions les plus complexes et donc avec le plus d'opportunités, mais avec des outils simples, où on comprend les risques, donc avec une vraie phase d'éducation, et où on peut finalement proposer ça à tout le monde, quoi. Ça ressemble vraiment, c'est le parcours de l'entrepreneur, j'ai envie de dire, classique ou rêvé, je sais pas, mais c'est de commencer tout seul dans sa chambre, s'informer tout seul. Mais c'est un mélange des deux, c'est ça. Tout est disponible sur Internet aujourd'hui, donc il faut vraiment, il suffit d'être motivé pour pouvoir avancer. Et ouais, c'est ça qu'on voit, c'est un MVP qui sort au bout de 3 semaines, ça marche, derrière, il n'y a plus qu'à voir quelle valeur ajoutée on a réussi à apporter, comment on va pouvoir continuer là-dessus. Donc non, bravo à toi, franchement. Et puis en 2016, tu l'avais bien senti. Pour le coup, fallait être courageux pour se lancer à l'époque. On voit ça, mais je me suis tellement pété la gueule avant sur des petites idées, des petits trucs qu'on n'a pas vus. La réalité, c'est que les gens disent ouais, t'es arrivé au bon endroit au bon moment, et c'est vrai. Faut quand même le dire. Enfin, à un moment, il faut. Ouais, par contre, j'étais vraiment pas au bon endroit et vraiment pas au bon moment pendant quelques années avant quand même. J'ai toujours testé des trucs, des ci, des là, et c'est bête, mais les gens ont peur de la bidouille, les gens ont peur de. Il faut essayer, il faut tester, il faut tirer, il faut voir la résistance. C'est vrai on a vu pas mal de. Enfin, moi, j'ai vu pas mal de tes interviews, toutes les bidouilles. Mais ouais, c'est toujours comme ça que ça commence. Aller chercher la faille, aller chercher. Toujours comme ça, mais mais ça commence quand même souvent comme ça. Ça commence quand même souvent comme ça. Mais oui, non, c'est sûr. Et quand t'as fait au début, du coup, t'as vu que tu pouvais lancer Just Mining. Tu disais que tu étais seul plus ou moins au début, puis tu as constitué une communauté autour de toi. Tu n'étais même pas majeur à l'époque, excuse-moi. Ouais. Oui, juste majeur. Je venais d'arriver à l'EDEC. Just majeur. Okay, Just majeur. C'était vraiment limite, mais je venais d'arriver à l'EDEC, j'avais 18 ans, peut-être 19. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, comment tu as fait pour constituer ton équipe autour de toi? Tu as dû avoir des gens qui soient de confiance, etc. C'est toujours le plus dur de constituer son équipe quand tu Alors là, j'ai de la chance parce que mon frangin, qui est mon plus gros associé aujourd'hui, on a tout mis en commun avec mon frangin, qui est tout l'inverse de moi. Calme, stratège, il n'est pas rentre dedans, il est réfléchi, et moi je suis plus pied dans la porte, quoi. Et lui, du coup, il se rend compte qu'il y a un truc à faire et que ça marche bien. Enfin, parce qu'on avait commencé à prévendre quelques bécanes, en gros, quoi. Et lui, il m'a cadré beaucoup dès le début. Et surtout, lui, c'est un profil tech. Il a été à Epitech, donc lui, il savait ce que c'était un site internet, il savait ce que c'était pas juste la vie, c'était pas juste tiens, donne l'adresse du client, lui envoie, il est content, il n'y a pas de problème. C'est pas juste ça. Et donc à ce moment-là, on se dit bon, faut lever des fonds, quoi. C'est lui qui me guide un petit peu. Heureusement, je vais dans la ville de Metz, comme j'avais vécu là-bas quand j'étais petit, puisque mon père bossait dans le foot, donc on a vécu un peu à Metz. Et du coup, il s'est lié d'amitié avec un mec qui s'appelle Michel Onfray, et qui était le directeur de l'incubateur de Moselle, en gros. Et à ce moment-là, on arrive là-haut, il nous dit non, on va te trouver avocat, mur, cabis, banque. Et à un moment, l'entreprise, c'est l'entreprise quand même. Il faut quand même penser à 2-3 trucs. Et donc là, moi, j'arrive dans un truc où je me dis, bon, je dois vendre ces bécanes-là. Comment on fait? Au début, tu dis un prêt bancaire. Il faut financer le développement et tout. Un prêt bancaire. 19 ans, la barbe, elle n'est pas finie. Toujours maintenant. Surtout et je veux faire une machine pour extraire des bitcoins. Ils sont fous, ces jeunes. 10 refus bancaires, du coup. Un peu plus, 11, je crois. Il y en a qui doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. Je m'en suis mordu les doigts aussi, moi. J'étais là, mais puis j'avais acheté un petit costard quand même. Je me suis dit, ça ferait la diff, pas du tout. Non. C'est pour ça que tu es revenu au t-shirt. C'est pour ça que je reviens. Ah oui, c'est ça, mais la start-up. Et puis d'ailleurs, c'est très drôle, mais on reparlera des banques derrière, mais tous ne s'en mordent pas les doigts. Même aujourd'hui, ils sont encore en train de nous foutre dehors. À l'écosystème blockchain crypto. Mais ça y est, il y a 2-3 banques qui ont compris en France, donc tu te réfugies là-bas, mais c'était un peu compliqué pendant les 4-5 premières années.
Et donc, bon, ce qui se passe, c'est que refus bancaire partout. Je vais abandonner. Et mon frère dit, attends. On y a encore plein d'idées. La deuxième, c'était le financement participatif. Kickstarter, trop financier pour nous. Tant pis. Indiegogo accepte le dossier. Du coup, je fais les préventes. La bécane, elle servira à ça. Le Bob, une carte graphique. Le Bob, 2 cartes graphiques qu'on appellera le double Bob. On l'a appelé Bob parce que mineur de crypto-monnaie en GPU, c'était impossible à l'époque. Puis il n'y avait même pas de boîtier pour ça. On a dû faire les boîtiers sur mesure. Il n'y avait rien qui correspondait à ça, tu vois. Ouais. Donc bon, double Bob, triple Bob, méga Bob, simple. Hein, on a été au bout du truc, nous. Giga Bob après sur les 6. Non, c'est pas une blague. Hein, non, vraiment, c'était la gamme produit. Et du coup, bon, on prévend ça. Ça fonctionne. Premier jour, je fais 20 000 euros de vente. Mon frère me dit, mec, c'est impossible. Est-ce que tu viens de sortir la dinguerie qui n'était pas censée marcher? J'y croyais pas. Déjà, quand j'ai vu que la machine, elle rapportait du pognon plus que ce qu'elle consommait, j'y croyais pas. Mais là, tu arrives à les prévendre. Et au bout de 24 heures, alors qu'on avait ouvert la bouteille de champ en mode, on est déjà au soft cap, en 24 heures, il nous fallait 20 000 balles pour démarrer. On s'est dit, bon, là, en 2 semaines, on va tout déchirer. Indiegogo se rend compte qu'en fait, c'est trop financier pour eux. Ils remboursent tout le monde et ils clôturent notre compte. Mais non. Mais oui. Quand je dis trop financier, c'est que en gros le service que tu apportais permettait de gagner de l'argent aux gens. C'était beaucoup plus un mail en mode oui, désolé, nous pas avoir compris, au revoir. Ouais, ok. Ouais. Et toi, tu es là en mode mais ne vous inquiétez pas, on a bien renvoyé un message à tout le monde pour expliquer que votre campagne était définitivement annulée. Ouais. Ne paniquez pas. Ouais. Ces gens sont remboursés. Pardon, quoi me voilà heureux, moi qui m'inquiétais. Non, très très frustrant. Et du coup, là, j'arrive dur. L'ascenseur émotionnel là, dans la journée. Mais du coup, on ouvre quand même le champagne avec mon frère. On se dit, bon, perdu pour perdu, autant qu'on boive la coupe. Hein. Et là, on se dit, mais c'est quand même dur, on devrait peut-être arrêter, c'est peut-être pas adapté et tout. Et mon frère, il fait, non. On va tricher. On a vérifié ce qu'on devait. Et le stimulus, il est là. Il y a la demande, il y a un besoin. Il n'y a personne d'autre qui va nous dire si on peut ou pas. Bon, tu as la loi qui peut à un moment te stopper, mais à un moment, si tes clients sont là, si ton produit est juste, si tu fais rien d'immoral, vas-y, casse les murs. Ouais. Et du coup, on fait ce qu'on aurait dû faire. Hein. On monte un site internet et je mets mon RIB perso en mode salut. Envoyez-moi de l'argent, je vous jure, je vais vous envoyer une machine. Sans tiers de confiance. Très, très limite. Là, très, très limite. Mais communauté, business angel, des gens qui me connaissaient de par mes valeurs et de par la parole qu'eux, et surtout des gens qui avaient suivi cette histoire, qui avaient cru avec nous, qui dormaient pas. Il y a des gens qui nous ont appelés, qui à l'époque d'Indiegogo, ils n'arrivaient pas à rentrer sur le site, ils avaient peur de pas en être, ils nous ont donné leur numéro de carte bleue au téléphone. Je fais, mais vous vous rendez compte que déjà le site, moi, j'aurais pas mis ma carte dessus, mais vous êtes en train de faire tout l'inverse de ce que je vous dis de faire. Oui, mais c'est entre nous, ça va. Bon, si c'est entre nous. Et là, du coup, ça cartonne. Un peu plus de 100 000 euros de vente en quelques semaines. Sur mon compte courant, pas vraiment, parce que c'était un module de don PayPal. Enfin, on avait fait une vidéo quand même. On met toujours un petit truc au cas où, histoire de limiter la casse. Et là, on retourne voir les banques. Une banque, la Banque Populaire à l'époque, qui nous dit « Ok, pour ouvrir un compte, 100 000 boules sur ton idée de bécane, il y avait peut-être un truc. » Et là, c'est parti, ça commence. Le cabis arrive à tomber parce qu'on a la banque pour faire le dépôt de capital. Et là, clac. Tout premier cabis que je dépose de ma vie, Just Mining. Et là, ça va vite et fort. J'appelle mon premier associé, Laurent Gradiagne, qui est un associé qui est mon meilleur ami de Corse, que j'appelle parce qu'il me dit, écoute, moi, Owen, j'ai monté des PC, mais je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Je fais, mais tu crois, je sais faire des trucs en plus, moi. On a besoin de gens qui ont la dalle, qui ont envie d'apprendre. Et ce qu'on ne sait pas faire, on apprendra sur le tas. Et il me dit, écoute, il met tout dans sa voiture. Bastia, Toulon. Il traverse toute la France, il vient à Metz et là on s'enferme dans une cave à Florange parce que c'était le bureau le moins cher qu'on ait trouvé dans la région et on commence à dormir sous les bureaux quoi. Wow. Ça part de là. 3 mois pour livrer des bécanes à travers 8 pays alors qu'on savait même pas ce que c'était l'import-export. Wow. J'allais te demander si tu pensais être un fighter, je crois qu'on a la réponse. On se rendait même pas compte en fait, c'est ça le truc en fait, on se rendait pas compte que pour vraiment être un bon fighter, je pense qu'il faut juste pas savoir que tu te bats. Faut jouer une partie, c'est comme un jeu vidéo, c'est comme tu te lèves, tu mets ton armure, tu dis ok, ça je sais faire, on y va. Et comme tu le disais, c'est très compliqué. Pardon, et nous on le voit aussi au quotidien, c'est très compliqué d'avancer dans le flou. Que ça soit, alors en 2016 ça l'était encore plus, mais on n'a aucune idée de jusqu'où ça va aller. On est encore en train de créer cet univers-là, et c'est hyper dur, je trouve, d'entreprendre dans l'univers de la blockchain en général. Mais on a été, moi j'ai été aidé grâce à ça parce que j'étais inconscient. Ouais. Et il y a beaucoup de trucs, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. C'est quand même vrai, hein. Parce que là, maintenant, déjà avec la régulation et tout le cadre qu'il y a eu, l'entrepreneur que je suis aujourd'hui n'aurait pas vu le jour. Je recommence une idée du genre maintenant, elle meurt. Tu te fais stopper par la régulation, tu te fais stopper par un, tu te fais... Donc il y avait également ce time to market qui fait que là, il y a une brèche, tu peux passer maintenant. Par contre, à chaque fois, il y a eu la régulation, ça va nous tuer ? Ben non, parce qu'on avait des ressources, comme on avait vendu et comme on avait appris de nos erreurs, on était maintenant plus solide.
clac, clac, clac. Mais à chaque fois, on a appris, on a avancé. Comme tu as avancé, tu as eu en gros les résultats de ta quête et tu as eu un peu de pièces d'or. Et avec ces pièces d'or-là, tu arrives à unlock les outils d'après pour le niveau d'après. C'est ça. Mais c'est vraiment une grosse incrémentation empirique. Et là, on a compris qu'il fallait, on était au bon endroit au bon moment. Soit on avait juste capté de la valeur, c'était bien, bravo, va t'acheter ta jolie voiture et raconte ton histoire. Soit tu te tais, tu travailles dur et peut-être qu'un jour tu mériteras ce que tu as eu, quoi. Et c'est le chemin qui était plus celui qui a été proposé par mes parents et les valeurs qu'ils nous avaient appris encore, c'est ce qu'on avait eu autour de nous en grandissant, quoi. C'est clair. Non, mais de toute façon, il faut toujours une part de folie, une part de rêve. Si tu n'y crois pas et tu n'es pas persévérant, à un moment, il y a toujours un blocage, quelque chose qui va te... Tu vas avoir des bats, tu vas avoir des trucs. Mais ça fait peur, parce qu'il y a la persévérance, c'est important, mais... Des fois, tu vas dans la mauvaise direction et persévérer, c'est dangereux à ce moment-là. Donc, il faut être capable de prendre les feedbacks, mais pas tous. Capable de prendre de la hauteur, mais pas trop. Capable d'y croire et d'être un peu fou, mais sans être complètement stupide. Te construire toi-même. C'est ça. Mais c'est tac. Et puis, tu as ton ego, puis tu es en train de grandir. Enfin, moi, j'ai 21 ans à l'époque, quand ça commence à partir fort. Je me connais pas, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai envie de ça, je sais pas ce que je voudrais dans quelques années. Enfin, c'est dur. T'as des gens qui ont 3 fois ton âge qui te disent non, tu fais de la merde, tu fais n'importe quoi. Et qui savent pas du tout et qui aujourd'hui bossent pour nous. Donc c'est un truc de dingue. Mais bon, il faut être à l'écoute, il faut être capable d'être arrogant quand on a une vraie certitude, mais pour le temps, être capable de se laisser remettre les pieds sur terre. Et quand on a quelqu'un qui vient nous voir en mode non, là tu comprends pas, moralement c'est pas beau, moralement tu dois pas te comporter comme ça. Il faut être quand même capable d'être ouvert à la bonne critique et de jouer entre les deux en fait. C'est jamais 1 ou 0, la prise de décision, c'est tout le temps un curseur avec lequel tu vas jouer. C'est ça. Et c'est ta sensibilité sur ce curseur qui fait que tu vas prendre des plus ou moins bonnes décisions et que sur 100 décisions, tu dois pas prendre 100 bonnes décisions. Tu dois en prendre 52 ou 53. C'est ça. On a besoin vraiment de beaucoup de sagesse, en fait. On apprend de la sagesse. C'est la connaissance de soi, la connaissance du monde. Mais c'est ça. Savoir toujours être dans le juste milieu. Si tu m'avais dit au début, c'est la connaissance de soi qui va t'aider, je t'aurais dit, mais c'est quoi ça, la connaissance de soi? Mais vous rigolez ou... Mais tu vis avec toi 24 heures par jour. Donc c'est ça. Mais c'est exactement ça. Et encore. Oui. Et encore. Des fois, tu n'as pas de temps pour toi et il faut quand même faire avec. C'est sûr. Mais non, bref, tu apprends sur le tas et ça te vient et tu essayes de ranger et faire le meilleur Tetris possible alors que les briques arrivent très vite, quoi. Ouais, c'est clair. Tu parlais un peu du point légal. Nous, on est arrivé dans ce milieu-là un peu moins longtemps. Ça fait 6-9 mois qu'on devient des acteurs vraiment de la blockchain. On s'était vraiment fait un monde de la fiscalité en France, d'à quel point ça allait être compliqué de déclarer nos activités, et finalement, il suffit d'être bien entouré. Alors c'est compliqué, mais il y a quand même des gens aujourd'hui. On a une bonne équipe d'avocats derrière nous. Et on ne s'est pas fixé de limite. Et finalement, on n'est pas limité aujourd'hui. Nous, par exemple, on a vendu des NFT. C'est considéré comme la vente de produits numériques classiques. Alors oui, il y a 20% de TVA. Il y a des gens qui gueulent, mais en même temps, on a créé de la valeur. Il faut bien rendre de l'autre côté. Mais comment toi, tu t'aperçois un peu? Je sais que tu as un peu changé d'avis. Tu t'es un peu lissé avec le temps. Mais moi, je pense que c'est pour le mieux. Je sais qu'il y a des gens qui te le reprochent. Mais comment tu vois, toi, un peu la régulation? Je sais que tu vois ça comme positif. Mais est-ce que tu penses que ça va vraiment aider les business et plutôt les tout petits business à se lancer, ou est-ce que ça va être un frein Disons que c'est même pas que je vois ça comme positif en fait. Je vois ça comme incontournable. À partir du moment où c'est incontournable, il y a ceux qui vont passer leur temps à critiquer, à dire c'est pas bien ci et là, et moi je vais dire ok d'accord, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit le truc le plus lisse possible, le plus en compréhension de l'écosystème. Et celui qui me dit ouais on devrait interdire l'Union européenne, je fais oui génial, écoute, comme moi j'ai plus de chance que toi, du coup je vais essayer de faire en sorte parce qu'ils vont pas, on va pas enlever l'Union européenne demain, on va pas enlever la France, autant co-construire avec eux. Merci pour le mot co-construire, c'est vraiment ça. Mais c'est exactement ça, t'as pas de solution, tu peux éduquer. Et puis surtout j'ai très souvent été vexé parce que les gens proposaient quelque chose qui te tuait. Tu vois, ils te disent voilà, tu as le droit d'être un être humain, pas de souci, j'adore les êtres humains, par contre tu ne respires pas. Je dis mais vous êtes fous. Qu'est-ce que vous avez pas compris? Et là tu leur dis ok, il sait pas qu'on a besoin de respirer pour survivre. C'est tout, je vais juste lui dire l'air c'est important. C'est juste ça au début. Et ça marche? Et ça marche au départ, mais il m'a fallu un peu de temps avant de faire. Tu vois, je vois. C'est ça. Et le truc qui est dur aussi, c'est que c'est des compromis. Et donc, il y a beaucoup de choses où j'ai vu et observé de choses, mais déjà, j'ai grandi avec. Donc, au début, tu sais, j'étais très réticent, très révolutionnaire. Et ensuite, tu comprends qu'il y a quand même des choses que tu dois cadrer. Et tu le comprends avec le temps. Donc, c'est pour ça que je me suis aussi lissé, parce que je n'avais pas la visibilité de le comprendre. Comme beaucoup de gens qui me disent « Ouais, t'as pas honte, t'es pour qu'il y ait une régulation. » Mais est-ce que tu te rends compte de ce que c'est la régulation? Ouais, ils veulent juste nous tuer. Non. Non, en fait. Non, t'as pas compris. Du coup, c'est ça le truc. Et puis après, tu tombes des fois sur des régulateurs et tu te rends compte qu'ils ont un manque de connaissances. Il n'y a pas tout le temps de la mauvaise foi. Il y a aussi écoutez, nous, on le voit là, avec les propositions
terrible qu'ils proposent pour l'écosystème crypto au niveau de l'Union européenne. C'est pas fou non plus. Ils avaient une régulation qu'ils allaient prendre plusieurs années à faire. Il y a eu la guerre en Ukraine. Et du coup, ils ont eu un gros coup de boost de l'Union européenne en mode sortez-nous un truc dans 2 mois. Bah, tu m'étonnes qu'ils écrivent quelques conneries sur les crypto-monnaies. Ils ont inclus ça dedans à la dernière minute parce que finalement les cryptos c'est transféré, c'est comme des nouveaux. Normal. Après, est-ce que ça va signer et se clôturer? Ça, c'est autre chose. Enfin, se signer, je parle comme si c'était un deal. Mais est-ce que ça va aller au bout? Ça, c'est autre chose. Et là, ce sera plus grave. Mais en réalité, c'est l'Union européenne qui va se tirer une balle dans le pied et qui va tirer sur ses entrepreneurs. C'est pas l'écosystème crypto. Quand on regarde les États-Unis, là, ils ont compris. Ça a l'air d'aller dans l'autre sens. Ils semblent d'avoir compris. C'est-à-dire qu'avant de dire une bêtise, on dit attends, on va se faire une petite étude là, on va se faire du 6, 9, 12 mois, et puis on va regarder, puis après on prend les décisions. En Angleterre aussi. En Angleterre aussi. L'Angleterre, on comprend pourquoi ils ont quitté l'Union européenne. Ils ont une politique qui est complètement différente que celle de l'UE par rapport aux crypto-monnaies, à la blockchain en général. Non, c'est clair. Donc non, il y a un entre-deux. Le truc, c'est que c'est pas que c'est... En fait, c'est que j'ai compris que c'était un curseur. C'est pas 0 ou c'est pas 1. Et il y a beaucoup de gens qui disent c'est 1 ou c'est 0. Ils regardent leur intérêt personnel. On t'impose un truc qui ne va pas dans ton intérêt personnel, bah, c'est pas bien. Non. Mais je vois ça aussi un peu comme s'ils voulaient garder la main sur leur petit monde. Tu vois, il y a des gens qui sont dans la blockchain depuis très longtemps, qui certes voient l'adoption comme quelque chose de positif, mais en même temps, mais il va falloir partager le gâteau avec plus de monde. Si ça reste quelque chose de l'ombre, c'est quand même un peu mieux. C'est un peu comme, c'est mon analyse à moi en tout cas. Et j'ai l'impression que les maximalistes, vraiment comme on les appelle, c'est ça. C'est vraiment non, il faut qu'on garde 2 mondes affrontés. On va jamais relier la vie réelle avec la blockchain. Ça, c'est notre monde à nous. Vous le comprendrez jamais. Et je pense que c'est la mauvaise démarche. En fait, c'est anti-humain, ça. Ce serait pas trop Alors après, il y a maximaliste et maximaliste aussi. Hein. Ceux qui sont vraiment pro, puis pareil, il y a beaucoup de vrais maximalistes puristes de Bitcoin qui... t'as de l'Ether, c'est un shitcoin. Au revoir. Ça s'arrête là. Si t'as de l'Ether, t'es forcément stupide. Tu peux pas construire avec ça. Non. Après, t'as également ceux qui disent non, mais pourquoi? En fait, Bitcoin, il est porteur de valeur, ce que beaucoup de blockchains ne font pas. Bitcoin, lui, a été créé sur des fondements de protection de la liberté individuelle, sur de l'inclusion financière, sur un vrai pourra pas te dire ouais, non, ça doit pas arriver dans la vraie vie. Un vrai, il sait que Bitcoin a été fait pour des vrais êtres humains, pour qu'il y ait enfin de l'inclusion financière, parce qu'un algorithme, pour la première fois, il regarde pas ta couleur de peau, il en a rien à foutre de ce qu'il y a entre tes jambes, et où que tu sois dans le monde, si tu es connecté à Internet, tu as les mêmes droits que les autres. Ça, c'est incroyable. Un vrai maximaliste, il va te porter ça aussi. Donc là où il y a des maximalistes qui sont vraiment contre et qui vont être, je suis d'accord avec toi, ça dégage un truc assez malsain, et même limite, ça t'inclut pas. C'est déjà fermé. C'est vraiment déjà ça. En fait, c'est de la sectarisation. Et la sectarisation, c'est anti-humain. Les changements passent par l'humain. Comme tu disais tout à l'heure, il faut discuter avec les gens. Après, c'est blessant, par exemple, quand tu parles à des politiciens et qui comprennent pas, qui ne respirent pas. Ça, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment tu deals avec ça. Mais tant qu'on n'arrive pas à faire passer le message. Ah ouais. Attends, ça va, j'ai fait de la plongée là. Mais ça passera par la discussion, par l'humain, par l'échange. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais et si on sectarise, c'est mort. Non, clairement. Et c'est pour ça que les vrais maximalistes, et ils peuvent t'en vouloir au début pour plein de choses, parce que c'est vrai que selon leur définition, il y a pas mal de projets que je présente ou que je soutiens où pour eux, ça ne mérite pas de vivre. Ce que je peux comprendre. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui viennent aujourd'hui et qui ne respectent même plus les valeurs de base de Bitcoin. Mais ce que je veux dire, c'est que, je te donne un exemple. Votre projet, tu vas lever des fonds. C'est complexe. Tu trouves une méthodologie avec les NFT qui te permettent finalement de tenir ton objet social, qui va être du coup sur l'écologie, sur... tout ce que tu vas faire avec les éponges de mer, etc. etc. Tu as utilisé une méthode de financement qui permet d'engager une communauté de te financer directement et d'obtenir ton objectif final qui est, jusqu'où, entre guillemets, de faire du bien à la planète et de faire tourner ton business. Et de partager avec tout le monde. Voilà, tu as fait le job. Tu vois ce que je veux dire? Tu as fait une suite et tout. Eux, ils vont dire, oui, l'initiative, elle ne porte pas les valeurs de Bitcoin. Tout ne doit pas porter les valeurs de Bitcoin, même si je suis en accord avec. Selon mon point de vue aussi, tout n'a pas apporté les valeurs de Bitcoin. L'exemple qu'on vient de prendre avec votre projet, tu trouves une méthode de financement, tu arrives à ton objet, tu inclus tout le monde dedans, tu fais ton truc bien. On va pas te demander non plus de porter l'inclusion financière à travers ton... À un moment, tu peux pas... Toutes les initiatives ne peuvent pas soigner tous les maux du monde. Il faut te focus sur quelque chose, faut avoir un objectif. Et puis il y a des gens qui... Oui, cette blockchain-là, elle est privée. Si le mec qui fait sa blockchain privée dans son coin et qu'elle règle un problème pour son entreprise en interne, toute blockchain ne doit pas régler, avoir les mêmes valeurs, la décentralisation et tout. Oui, ça me plaît. Oui, ces valeurs me plaisent. Mais si à chaque fois qu'on utilisait un moteur, ça devait être pour les tous premiers usages du moteur, penser... Non, pas forcément. Toi, tu peux utiliser le moteur dans ton coin pour régler ton problème. C'est possible aussi, quoi. Clairement. C'est clair. Totalement d'accord avec toi. Je peux rien dire de plus. Salut. Dans ta jeunesse, tu étais à fond dans le gaming à l'époque. Qu'est-ce que toi, tu vois aujourd'hui du gaming avec les NFT, du gaming sur la blockchain en général? Je te le fais en court, en brut. Je te fais un résumé.
Grâce au NFT, notamment grâce à la technologie de la blockchain, on peut aujourd'hui avoir quelque chose de numérique, mais qui est unique. Voilà. Ce qui était une limite avant. Il y avait de la valeur numérique, les logiciels, les films, on pouvait payer pour, mais ça se copiait-collait à l'infini. Maintenant, on a une rareté, une unicité numérique grâce à ça. Donc, on va pouvoir apporter cette unicité numérique dans plein de jeux. Il y avait déjà une économie du gaming qui sortait. On l'a vu avec Counter-Strike et les skins. On l'a vu avec les différents skins dans les jeux. Tu avais un équilibre à trouver. Tu avais justement les jeux où tu payais un abonnement tous les mois, mais c'était très sectaire du coup, parce que beaucoup de gens s'étaient pas ouverts. Il y a eu le fameux free-to-play, mais du coup, le jeu doit quand même gagner sa vie. Donc généralement, il donnait des avantages à ceux qui payaient et ça devenait des pay to earn qui venaient déséquilibrer le jeu en mode le gars qui paye a un meilleur stuff que le gars qui paye pas, donc le jeu est nul. Et jusqu'à ce que tu aies des grosses entités, des mastodontes du Epic Games, du Riot Games, qui ont des jeux si puissants que jouer est gratuit et que les gens payent juste pour avoir un avantage au niveau du design. Et non pas ton personnage est plus fort, mais ton personnage est plus beau. Là, ils ont trouvé un bon modèle. Et là, tu arrives dans un truc en mode oui, mais il y a quand même un truc à faire avec cette unicité. Ton gosse, il a 250 € de skin. Enfin, je parle de mon gosse comme si c'était les enfants qui jouaient. J'ai 250 balles de skin. Je veux passer sur un autre jeu. Oh, qu'est-ce que ce serait bien de pouvoir les revendre, passer sur un autre jeu vidéo. C'est génial. Et là, on se dit, OK, il y a un verrou technique qui s'est levé. Ça ne veut pas dire que là, tout de suite, on va changer le monde. Ça veut juste dire que maintenant, c'est faisable. Et donc, tu as, comme toute révolution techno, instantanément, qui c'est qui vient ? Ceux qui surfent sur la tendance, les spéculateurs. Voilà pourquoi on a 99% de... Enfin, il y a des gens, ils avaient un projet. Ils ont rajouté Play to Earn. Juste derrière, limite, ils rajoutent virgule quantique, virgule intelligence artificielle, virgule, c'est le truc qui va marcher, achetez vite. Tu vois, c'est stupide. Donc, je vois cette tendance du c'est pourri. Faire un bon jeu, ça prend des années. Un triple A, c'est du gros boulot. Là, les premiers gros jeux vont sortir, je pense, d'ici 6-12 mois. Et c'est des jeux qui étaient en développement depuis plus de 2 ans. Là, j'en ai un en tête qui sort du coup sur PlayStation 5 et sur Xbox. Et tu dis, OK, là, ce sera peut-être un gros jeu NFT. Tu entends parler d'Epic Games, de beaucoup de gens qui vont faire du coup des métaverses parce que c'est aussi la tendance. Mais pour l'instant, tu te rends compte que tu surfes sur une tendance. Ça ne veut pas dire qu'elle n'arrive pas. Ça ne veut pas dire que ça va pas changer le monde. Ça veut juste dire qu'on vient de découvrir, en gros, tout comme quand on a découvert Internet, 2 semaines après, tu as des gars qui annonçaient avoir le moteur de recherche de... Non, il faut 30 ans pour sortir Google. Je suis pas sûr que ça soit les institutionnels qui vont réussir à entrer dans ce monde-là. Vraiment, je pense que, comme tu le dis, c'était des gens qui y croyaient déjà il y a très longtemps. C'est compliqué de prendre la blockchain de haut. La blockchain et sa communauté de haut. Non, je suis totalement d'accord avec ça. Voilà, nous, on est des pros du jeu vidéo, tenez. Ouais, mais c'est pas un jeu vidéo. Par contre, oui et non. Parce que tu te rendras compte aussi qu'il y a plein de gens qui vont faire un super truc communautaire, ils connaissent et tout, ils sont incapables de StarCraft un jeu. Et puis on parle de il y a jeu et jeu. Il y a du petit truc où ça brille, tu vas cliquer sur un bonhomme, tu tues un bonhomme, et il y a StarCraft. StarCraft, il y a du jus de cerveau, il y a une expertise métier incroyable, et il y a des gars qui se sont pété la gueule et qui ont été là à la révolution du gaming avant. Je pense pas qu'il y ait un play to earn aujourd'hui où tu peux passer 20 heures par jour tous les jours. Ah, mais on est d'accord. Et tu arrives à un moment où la vraie merge, c'est le partage des deux. Le senior du monde du gaming et le junior qui a cette énergie blockchain qui se serre la main en disant OK, on fait une acquisition, vous nous rejoignez, on ne sait pas faire un jeu, vous savez en faire, nous on va vous donner les codes. Et là, tu arrives à faire un truc de fou. Clairement. Et ça prend du temps. Voilà pourquoi ça me fait un peu peur aujourd'hui quand tout le monde investit à droite à gauche. Et même moi, quand il y a des gros projets qui viennent me voir et que je les mets en avant, parce que j'ai toujours peur des gens qui font tête baissée et qui achètent. Je pense que ça va prendre du temps, mais oui, il faut ni prendre la communauté de haut parce que ce sont des codes bien particuliers. Par contre, faire un bon jeu, c'est un métier que certains font depuis des dizaines d'années et qu'il faut écouter parce que naturellement, si moi demain je lançais un jeu, je vais pas faire World of Warcraft, les gars, je vous le dis tout de suite. Ça va être très moyen. C'est clair. Faut travailler et prouver, c'est simple que ça. Mais il y a un autre usage aussi des NFT dans le gaming qu'on n'entend pas beaucoup parler. Julien Chiez, il en parle pas mal parce que là, il parle beaucoup des NFT en mal entre guillemets parce que ce qui se passe, c'est pas ouf non plus. Mais il y a une application qui pourrait être intéressante, c'est que quand tu achètes un jeu dématérialisé, ça pourrait être un NFT. Tout à fait. Tu pourrais le revendre derrière. Ton jeu en lui-même. Puis la musique. Enfin, là, on rentre sur l'usage du NFT en général, pas que le gaming, mais le financement par NFT. Ce qu'a fait Opoulos avec Taiga, c'est incroyable, avec Lil Pump. Et là, on se dit, OK, là, le NFT, c'est un véhicule, en fait. Qui te permet d'adresser, c'est ça. Et quand il te permet d'adresser, c'est des messages, de l'argent, de recevoir de l'argent, un lien, un accès, tout, en fait. On va simplement pouvoir mettre quelque chose et une certaine, du coup, unicité sur un lien numérique qu'il y avait, et tu te connectes à ta commu. On est dans un monde où, quelle que soit la situation, même géopolitique, même en temps de guerre,
Tout le monde est connecté. Là, tu peux appeler un Ukrainien cet après-midi, lui parler alors qu'il est dans une situation. C'est un truc de fou. Et donc, ça enlève des dilemmes du prisonnier. Tout le monde communique très très vite. Du coup, il y a des gros bouleversements culturels, des inégalités qui ressortent d'un coup alors que pendant des années, c'était là et personne disait rien, simplement parce que les gens souffraient dans leur coin. Et maintenant, tu trouves ta commu. Tu t'unis à distance. Et donc, bon, des fois trop virulent, mais ça permet de percer certains abcès qui étaient là depuis toujours et qu'on n'avait jamais souligné. Et là, tu arrives en disant, OK, moi maintenant, si je peux me financer en partant de ma commu, si je peux renvoyer mes valeurs et ma commu le voit, eh ben, tu vas commencer à avoir des groupes où tout va avoir de valeur en fonction de l'intérêt qu'on lui porte. Ce qui est à la fois effrayant, parce qu'il y a des gens qui, juste pour qu'on leur porte de l'intérêt, vont faire des dingueries. Et je pense à quelques personnes sur Internet, je pense que vous aurez des noms. Et à l'inverse de ça, tu as des gens qui vont travailler dur, qui vont porter leurs valeurs, qui vont construire des solutions pour la communauté et qui vont plus avoir besoin d'une autorisation d'un pays ou d'un... Non, moi j'ai de quoi vivre, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi dormir, je suis un citoyen du monde, j'ai pas de... et globalement, j'ai plus besoin de vous. Ce qui fait peur à certains organismes. Et donc, on va vivre un gros bouleversement. Ça, c'est sûr. Et c'est ce qui fait peur. Tout comme moi, le métaverse, je me dis, il y a des choses merveilleuses à faire. Tu peux te connecter, il y a plein de choses. Mais là où on voit des gens qui vont stigmatiser ça à outrance, en mode oui, il y a des gens encore plus tristes dans leur vie, qui vont être encore plus tristes enfermés dans leur coin, c'est pas totalement faux. Et donc, c'est ça qui est dur, encore une fois. Alors, il y a des gens qui disent ça va être 0, il y a des gens qui disent ça va être 1. Je suis ni d'accord avec l'un ni l'autre. C'est ni merveilleux ni terrible. Mais ouais, il va y avoir un peu des deux. Mais c'est comme les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça a été décrié. Nous, je pense qu'on est la meilleure génération. On est nés à 97, je crois, à peu près tous. Donc on est de la même génération. Les jeux vidéo, quand on était petits, c'était non, mais les jeux vidéo, c'est n'importe quoi. Il faut arrêter, ça les rend bêtes, ça les abrutit. PS3 ou PS2 à l'époque. Moi, PC, les gars. PC. Ah ouais, j'ai commencé sur PS2 avec mon frangin, le truc où les jeux en duo, genre James Bond en duo. Need for Speed Underground, tu vois, genre c'est des trucs, mais c'était plutôt PC. J'étais un vrai gamer PC. Counter-Strike un petit peu, j'étais peu FPS parce que j'étais pas bon. J'étais très jeu de stratégie ou MMORPG. Donc, les Meuporg, comme les vieux disent. Non, j'étais très MMORPG et j'étais vraiment jeu de strat, genre Warcraft 3, c'est un truc qui m'a chamboulé, quoi. Non mais je disais ça. Moi j'étais play j'étais play à fond. Moi j'étais play à fond. Non, je disais vraiment ça dans une sorte de c'est pareil, il a fallu une courbe d'adoption pour comprendre quel pouvait être l'intérêt du jeu vidéo. Aujourd'hui, il y a du jeu vidéo qui est utilisé en entreprise pour de la formation. C'est utilisé vraiment à tous les niveaux. Et il y a 15-20 ans, on disait non mais les gens qui passent leur journée à jouer aux jeux vidéo, c'est des débiles, ça les abrutit encore plus, ils se renferment encore plus dans leur monde. Et puis on voit tout ce qui a réussi à être créé. Moi j'ai l'autre point de vue en fait. Le jeu vidéo, les gamers, les pilotes de voitures dans les jeux. Mais oui. Quand tu les mets sur un vrai circuit, tu dis ouais, c'est le jeu qui lui a appris à faire un point de corde parce qu'il il vient de mettre 2 secondes à tout le monde. Bien sûr. C'est terrible. Mais il y a encore pire que ça. Il y a une étude qui a été faite comme quoi les chirurgiens qui jouent aux jeux vidéo ont plus de chances de réussir leurs opérations. Ça, puis c'est une sensibilité, puis c'est un réflexe, puis c'est une dynamique, c'est une gymnastique d'esprit en fait. Alors comme tout, je suis certain que tu restes enfermé 18 heures par jour, t'as pas de vie sociale, t'es que devant un écran, t'oublies des codes. Mais c'est comme beaucoup de choses dans la vie où en fait c'est le problème, c'est l'extrême qui devient dangereux. Alors qu'avec modération, c'est très sain, ça vient diversifier ce que tu fais, comment tu penses, comment tu réfléchis. Par contre, si tu fais que ça, c'est pas bon. Pareil, les carottes, ça semble bon. Je suis sûr que si tu ne te nourris que de carottes, tu vas avoir des problèmes. Tu seras très aimable. Alors ça, j'en suis pas sûr. Mais enfin, c'est ça en fait. Je pense que c'est ça qu'on apprend et qu'on redécouvre, quel que soit le domaine, c'est qu'il faut y aller avec modération, qu'il faut apprendre, qu'il faut écouter, qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut des fois forcer un petit peu pour voir la limite du truc, mais qu'il faut toujours essayer de modérer et de joindre ça avec ce qui existe déjà. D'où les gens qui pensent que la décentralisation va remplacer et tout détruire. Pas du tout. Ça va merge. On va utiliser le meilleur d'une techno, on va essayer de se tourner vers le meilleur de ce qu'on avait avant, le meilleur de ce qu'on a aujourd'hui et en faire une V2, V3, V5, V10 et c'est comme ça qu'on incrémente en fait. C'est clair. Grave. Et ce grand bouleversement, c'est une chance pour nous. Puis comme dit Alicia Keys, j'adore sa phrase. C'est quand les bonnes personnes ne font rien que les mauvaises gagnent. Donc du coup, dans ce bouleversement-là, il faut le prendre. Ça doit être au peuple. Et le Web 3, c'est ça. Ça doit être au peuple à prendre des initiatives, tu vois, avec ce genre de technologie-là. Il y a tellement de choses à faire. Puis des fois, je croise des abonnés qui sont vraiment bien placés dans des grosses boîtes et tout. Puis ça me rappelle une récente négo où je me suis pris une grosse claque. J'ai rien eu de ce que je voulais avec une grosse boîte mondiale de la crypto. Je me suis pris une claque. Genre les mecs ils m'ont dit non mais dégage en gros quoi. Et le mec il vient me voir après en mode je suis désolé, j'ai découvert la crypto grâce à toi.
En gros, la moralité de l'histoire, le mec qui va peut-être changer le monde de la blockchain, autant il passe dans la rue là, il sait pas ce que c'est un bitcoin. Quoi. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ne pas insulter l'avenir, travailler dur avec les valeurs qu'on a là et toujours s'éclater parce que c'est ce qui fait qu'on est bon dans un jeu. Hein. On joue, en fait. On y prend du plaisir. Et si le jour où il n'y a plus de plaisir, ça dure pas, ou alors on passe d'un modèle où on se fatigue, qui est la vie, à un modèle où on s'use. Et ça a une fin très vite. Donc, je pense qu'il faut s'éclater et continuer on fight, mais en réalité, on est plus là pour lancer une nouvelle partie. Quoi. Clairement, c'est exactement ça. C'est une très très bonne conclusion et je pense que le mot d'ordre, c'est la co-construction. Vraiment, c'est co-construire, s'amuser. Tout le monde garde dans la tête. On est fort quand on est ensemble, même si on n'est pas d'accord, on se met tous autour de la même table, on discute et on trouvera un chemin dans lequel tout le monde sera. Parce que si on n'est pas d'accord, c'est qu'il y a peut-être des trucs complètement lesquels on peut partager. Non, mais c'est clair. Très clairement. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. Grave. Merci d'être venu. Merci à vous.